Rebonjour à tous. Nous reprenons donc notre présentation sur le démembrement et le duo gagnant avec la société civile. Pour rappeler donc rapidement les trois bonnes raisons de démembrer, on a un avantage économique, une garantie du coût d'occupation et des droits et des pouvoirs sur le bien immobilier qui sont renforcés. L'avantage économique tout d'abord, l'intérêt d'acheter un usufruit plutôt que de payer un loyer, c'est que le coût de l'acquisition de cet usufruit sur la durée de cet usufruit est plus faible que ce que l'on paierait sous forme d'un loyer. Le deuxième intérêt, c'est la garantie du coût de l'occupation, puisqu'en fait, quand on achète un usufruit, on a payé un montant qui est fixe dès le démarrage. Si on finance par un emprunt, on sait exactement quel va être le montant des annuités de remboursement d'emprunt sur la durée de remboursement de cet emprunt. Donc, ça veut dire qu'on a un montant, en fait, une charge locative qui finalement va être fixe pendant toute la période. Donc, on n'est pas soumis à une indexation des loyers, une revalorisation ou quoi que ce soit. Si jamais on a un usufruit sur les parts d'une société, eh bien, si jamais le loyer augmente, eh bien, en tant qu'usufruitier, notre revenu augmente. Donc, finalement, c'est un jeu à somme nulle, puisque d'un côté, on paye plus de loyer, de l'autre côté, on récupère ce loyer en tant qu'usufruitier des parts de la société. Et enfin, en tant qu'usufruitier des parts de la société donc, qui détient le bien immobilier, eh bien, on a des droits et des pouvoirs qui sont plus importants sur le bien immobilier que ce qu'on aurait si on était simplement locataire. Et on va pouvoir, par la rédaction des statuts de la société qui détient le bien immobilier, prévoir que l'usufruitier aura des pouvoirs très étendus, ce qui lui permettra, du coup, de prendre un certain nombre de décisions au sein de la société, en tout cas beaucoup plus largement que s'il était que locataire. Alors, regardons maintenant la situation donc d'une acquisition. On va prendre l'hypothèse d'une acquisition d'un bien de 350 000 € qui génère des frais d'achat de 35 000 €. On suppose qu'on a un apport de 85 000 € et que le solde, on va l'emprunter. On suppose un taux à 1,7%, une durée de l'emprunt de 15 ans, un loyer qui est de 24 000 € par an et une indexation du loyer de 1,5% par an. Sur cette base-là, eh bien, on va maintenant comparer en fait différents schémas. Un premier schéma dans lequel on achèterait par le biais d'une société civile qui donnerait le bien en location à la société. On suppose que c'est une société civile à l'IR, semi-transparente. Donc, on sera, en tant qu'associé de cette société, taxable au revenu foncier. Deuxième hypothèse, la SCI avec une option à l'IS. Troisième hypothèse, on achète l'immeuble de manière démembrée, c'est-à-dire qu'on suppose que le vendeur est une société à l'IS et que du coup, nous, acquéreurs, nous pouvons acheter l'usufruit par la société d'exploitation et la nue propriété, soit en direct, soit par le biais d'une société civile familiale, par exemple. Et enfin, dernière hypothèse, nous allons regarder la question du démembrement sur les parts de la société civile, donc le démembrement des parts de la SCI, et puis avec l'usufruit qui serait détenu donc par la société à l'IS. Regardons ces quatre schémas-là et commençons par le premier, la SCI classique, avec un bail classique. Bon, l'avantage de ce schéma-là, c'est celui auquel nos clients pensent tout de suite. Ils le connaissent bien. J'ai une société civile qui va acheter un bien immobilier. Elle le donne en location à la société d'exploitation et la société civile récupère un loyer et la société d'exploitation paye son loyer. L'avantage de ce schéma, c'est qu'il est simple, c'est qu'il est connu et qu'il n'y a pas de complexité particulière. La question ensuite, c'est, on regarde tout de suite ce que ça donne et on regarde donc quelle va être l'incidence. Alors, supposons qu'on prenne un exemple ici dans lequel on va considérer qu'on a financé donc une partie de cette acquisition par le biais d'un emprunt. Donc, on avait vu prix de l'immeuble 500 000 €, frais d'achat 35 000 €, prix de revient 535 000 €. On considère qu'il y a une quote-part de terrain de 20%. On va donc amortir uniquement la partie construction, c'est-à-dire les 400, et on va considérer que cet amortissement, cette base amortissable, va être sur une durée de 50 ans, si bien qu'on va amortir en fait la construction à hauteur de 2% chaque année. On va donc avoir un montant d'amortissement annuel de 8 dans l'exemple que nous regardons ici. Alors, on a pris un taux d'inflation, un taux d'indexation qu'on a rappelé tout à l'heure, et comme on l'a vu, on a une partie en financement par fonds propres, 85, et un financement par emprunt pour le solde de 450. Et la durée de l'emprunt était de 15 ans.
Alors, si on regarde maintenant un petit peu ce que ça nous donne tout ça, eh bien, on peut aller directement sur notre tableau de synthèse et on va voir que selon que l'on détient ou concède après 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 22 ans, 30 ans, vous regardez le tableau sur la droite de l'écran, eh bien, en fonction de la durée de détention, on va voir ce que l'on gagne et ce que l'on perd. Alors, clairement, on a deux lignes qui nous intéressent. La ligne du haut, c'est l'écart que l'on a entre l'IR et l'IS entre les deux structurations, entre une structure à l'IR et une structure à l'IS, si on détient le bien donc, par le biais d'une société IS, eh bien, on voit ce que l'on va gagner par rapport à une société IR. Eh bien, on voit donc sur la première ligne en matière de plus-value qu'on va avoir en fait 109 quand on regarde le coût. Donc, dans l'hypothèse d'une cession la 6e année, on va avoir en fait un écart IR sur IS qui va être de 109 en faveur de l'IR dans l'hypothèse de la cession. En revanche, sous l'angle de la détention, eh bien, on a un écart inversé qui est de moins 105. Si on se place maintenant à la 10e année, eh bien, on voit que l'écart sous l'angle du calcul de plus-value est encore plus favorable dans la société IR que la société IS, mais inversement, l'écart sous l'angle de la gestion est plus favorable sous la structure IS que sur la structure IR, et ainsi de suite. Et on voit que lorsqu'on arrive à la fin de la période de 30 ans et dans l'hypothèse que l'on analyse ici, eh bien, on a un gain dans la société IR qui est de 464, alors que l'on a un coût, alors qu'on a un gain inversement sous l'angle de la gestion, donc sous l'angle de la détention, qui est en faveur de l'IS et qui est à peu près le même montant sous l'angle de l'IS. Donc, ce que ça sert à démontrer simplement, si je reste juste une petite seconde sur le tableau, ça démontre juste quoi? Ça démontre que pendant toute la période de détention, on est bien mieux dans une structure IS que dans une structure IR, ce qui est évident, et qu'au moment de la cession, on est bien mieux dans la structure IR que dans la structure IS, ce qui aussi est évident. Ce qui était moins évident, c'est que dans les hypothèses qu'on a posées ici, on se retrouve avec un gain qui compense à peu près dans les deux cas. Par contre, là où les choses ne sont pas comparables, c'est que si je suis dans une société IS, ben, j'ai la possibilité de financer le bien que j'ai acquis. Si je suis dans la société IR, il faut que j'ai des apports extérieurs pour pouvoir faire face à ce financement. Alors, regardons maintenant, poursuivons. Et commençons donc dans l'hypothèse d'un démembrement sur l'immeuble tout d'abord, donc sur l'immeuble directement. Alors, dans ce schéma-là, et comme on l'a évoqué tout à l'heure, pour ne pas être dans le champ de l'article 13.5, il faut que le vendeur soit une structure à l'IS. Si le vendeur est une structure à l'IS, là, je peux tout à fait continuer à utiliser les schémas que j'utilisais à l'époque, déjà, donc avant 2012. Et là, je vais avoir la société d'exploitation qui va acheter l'usufruit de l'immeuble. Quant à la société civile, elle va acheter la nue propriété de l'immeuble. La société civile que je vise ici, c'est une société civile familiale qui pourrait être créée par le dirigeant et ses enfants, par exemple, pour acheter la nue propriété du bien, parce que sous l'angle de la transmission, c'est une bonne stratégie. Alors, les valeurs économiques de l'usufruit d'une part et de la nue propriété d'autre part, elles seront déterminées par un calcul d'actualisation. Donc, l'actualisation des flux de loyer sur la période considérée, ça c'est pour définir l'usufruit. Quant à la nue propriété, elle sera déterminée par une actualisation de la valeur de la pleine propriété. Donc, ma nue propriété, c'est égal à la pleine propriété divisé par 1 plus I, I c'est le taux de rendement, divisé à la puissance N, pardon, et N, c'est la durée de mon usufruit. Quant aux droits d'enregistrement, il faut bien noter que les droits d'enregistrement, ils sont calculés non pas sur la base de la valeur économique de l'usufruit, mais ça va être calculé sur la base du barème fiscal. On va donc être obligé d'appliquer le barème fiscal indépendamment du prix qu'on a payé pour l'usufruit. C'est la valeur fiscale de l'usufruit sur laquelle on calculera les droits. Quelles sont les conséquences de ce schéma pour la société? Bien, pour la société, elle va acheter l'usufruit de l'immeuble pour une certaine durée. Elle va donc pouvoir détenir cet usufruit qu'elle va amortir sur la durée de détention de l'usufruit. Et là, peu importe qu'il y ait une quote-part de l'usufruit qui porte sur le terrain et une quote-part sur la construction, c'est tout le droit d'usufruit qu'on va amortir, puisqu'on sait très bien que le droit d'usufruit, il va s'éteindre intégralement sur la période dans notre exemple, la période de 18 ans, la durée de l'usufruit. On va donc avoir une acquisition qui était de 243 000 €, valeur de l'usufruit qu'on a déterminée, et on va amortir ce montant sur la durée de l'usufruit.
c'est-à-dire 243 000 divisé par 18. C'est le montant qu'on va pouvoir déduire de notre base taxable à l'IS tous les ans pendant ces 18 ans. Les intérêts de l'emprunt sont bien sûr déductibles également. Donc, l'emprunt que j'ai contracté pour acheter cet usufruit, eh bien, l'intérêt de l'emprunt est déductible. Et au terme de 18 ans, que se passe-t-il? Eh bien, l'usufruit s'éteint. Donc, il y a une disparition de l'usufruit au sein de la société d'exploitation, mais il n'y a aucune taxation. Hein. Il n'y a pas de taxation ni au niveau de la société soumise à l'IS, ni non plus au niveau de la société civile IR qui détient la nue propriété ou de la personne physique à l'IR si elle l'a acheté elle directement. Il n'y a pas de fiscalité parce que l'article 1133 du Code général des impôts nous dit expressément qu'il n'y a pas de fiscalité dans cette hypothèse. Quand je me place maintenant du côté de la société civile, donc elle a acheté la nue propriété, hein, société civile à l'IR, elle a acheté la nue propriété. La valeur de la nue propriété, eh bien, c'est la valeur de la pleine propriété moins la valeur de l'usufruit qui a été acquis. Donc, la valeur de cette nue propriété, dans notre exemple, est de 106 000 €. Pendant toute la durée de l'usufruit, eh bien, je n'ai pas de revenus. Donc, ça veut dire que le nu propriétaire, il ne peut pas rembourser d'emprunt. Il faut donc qu'il fasse soit des apports complémentaires à la société s'il avait financé par un emprunt, soit qu'il ait acquis dès l'origine en ayant apporté les 106 073 € par le biais d'apports en compte courant ou d'apports en capital à cette société. Et s'il y a des emprunts, les emprunts, de toute façon, les intérêts d'emprunt ne seraient pas déductibles, hein, puisque je n'achète que de la nue propriété, donc je ne génère pas un revenu sur lequel je pourrais imputer ces intérêts d'emprunt. Première synthèse sur ce schéma-là, quels sont les avantages? Pour la société d'exploitation, j'ai un décaissement qui est minimisé puisque ça lui coûte moins cher d'acheter un usufruit que de payer un loyer. Elle a des conditions d'occupation du bien qui sont plus favorables parce qu'on ne peut pas la mettre dehors, par exemple, à l'issue du délai de 9 ans. Elle a un usufruit de 18 ans, elle pourra rester 18 ans dans les lieux. Il n'y a pas de possibilité de ne pas renouveler son bail à l'issue des 9 ans en lui versant une indemnité d'éviction. Et enfin, donc sa charge globalement va être plus légère que si elle payait un loyer. Du côté du nu propriétaire, l'intérêt, c'est j'ai un décaissement qui est plus limité, puisque pour acquérir un bien de 350 000 €, j'aurais dû mettre un peu plus de 110 000 € sur la table. Et je n'ai pas de revenu foncier pendant toute cette période, ce qui est pour le coup intéressant également, puisque je n'ai pas de fiscalité, du coup, revenu lié à la revalorisation de ma nue propriété pendant toute cette période. J'ai des inconvénients. Pour la société d'exploitation, il faut qu'elle trouve le financement. Comment je fais pour financer un usufruit? Parce que la banque, elle veut être certaine que s'il y a un problème dans le remboursement, eh bien, elle soit garantie. Donc, du point de vue pratique, on va structurer ces opérations avec une caution hypothécaire donnée par le nu propriétaire. Donc, on va avoir l'usufruitier qui va donner en garantie son usufruit et le nu propriétaire qui va se porter caution hypothécaire. Parallèlement, du côté du nu propriétaire, quand lui-même va acheter sa nue propriété, s'il finance par le biais d'un emprunt, il va également donner sa garantie sur sa nue propriété et on demandera à l'usufruitier de donner une caution hypothécaire sur l'usufruit qu'il a acheté. Pourquoi on le structure comme ça? C'est que la banque, elle veut juste être certaine de pouvoir vendre le bien en pleine propriété s'il y avait un problème d'impayé. Si on regarde donc les inconvénients pour la société, pour la société d'exploitation, il faut trouver un financement, donc ça c'est un peu compliqué. Il faut derrière prévoir aussi une promesse de bail pour qu'à la fin de l'usufruit, la société ait un droit de rester dans les lieux, cette fois-ci en qualité de locataire. Et du côté du nu propriétaire, les inconvénients, c'est que les intérêts, s'il y a un emprunt, ils ne sont pas déductibles. C'est que sous l'angle de l'IFI, bien qu'il soit nu propriétaire, en réalité, c'est la société civile qui a acheté la nue propriété. Donc, les personnes physiques qui sont derrière la société civile, elles détiennent la pleine propriété des parts. Donc, comme elles sont plein propriétaires, eh bien, elles sont taxables à l'IFI sur la valeur de la nue propriété détenue par la société civile. Donc, sous l'angle de l'IFI, ce n'est pas forcément une stratégie très, très efficiente d'acquérir par le biais d'une société civile familiale. Que se passe-t-il maintenant si jamais on démembre les parts? Donc, le cas précédent, c'était le démembrement de l'immeuble. On avait un usufruit directement sur le bien. Désormais, on est dans un schéma différent, c'est-à-dire qu'on a acquis l'immeuble en pleine propriété par une société civile, à l'endroit où vous voyez la petite flèche s'agiter. Donc, la société civile à l'IR,
détient en fait l'immeuble qui vient d'être acquis. L'acquisition a été financée par un emprunt et le bien immobilier est donné en location à la société d'exploitation. À ce stade-là, j'ai donc un schéma classique, une société civile à l'IR qui donne un bien en location à la société d'exploitation et ce bien a été acheté par la société civile par le biais d'un emprunt. Là, l'opération, ça va être que le détenteur des parts de la société civile va vendre l'usufruit temporaire des parts de la société civile à la société d'exploitation. Donc, on voit Jean Richy qui vend son usufruit sur les parts de la société civile à l'IR à la société d'exploitation. La société d'exploitation se retrouve donc usufruitière des parts de la société civile qui est propriétaire du bien immobilier en pleine propriété et qui donne ce bien immobilier en location à la société d'exploitation. Ce qui signifie, en d'autres termes, que les revenus locatifs remontent dans la société civile, que les charges sont payées à ce niveau-là et que s'il y a des distributions, ça revient à la société d'exploitation puisqu'elle en est l'usufruitière. Voilà donc le schéma dans le cadre du démembrement des parts. Alors l'intérêt, c'est de pouvoir être comme si j'étais à l'IS, puisque finalement, comme la société civile a l'usufruit des parts qui est détenu par la société d'exploitation, article 238 bis K du CGI, on détermine le résultat de la société civile IR comme si elle était à l'IS. Je vais donc pouvoir amortir mon bien immobilier. De même, je vais pouvoir déduire les frais d'acquisition du bien immobilier, puisque je détermine mon résultat de la société civile IR comme si elle était à l'IS, puisque c'est une société IS qui détient son usufruit. Et enfin, je n'ai pas d'impôt sur le revenu tant que je n'ai pas de dividende qui serait distribué, alors là en l'occurrence par la société d'exploitation. Et j'ai un impôt sur les bénéfices, puisqu'en fait, les parts de la société civile IR sont détenues en usufruit par la société IS, donc la quote-part de résultat qui est réalisée par la société civile IR va venir majorer le résultat de la société IS et sera donc taxable au niveau de la société IS à un taux d'imposition qui sera aujourd'hui de 28% et demain de 25%, voire jusqu'à 38 120 € à 15%, comme vous le savez. Alors, comment peut-on être à l'IS sans opter? Typiquement par un schéma comme celui-là, puisque en ayant apporté l'usufruit des parts, il en aurait été de même si on avait apporté la pleine propriété des parts. Eh bien, il y a l'application de l'article 238 bis K qui va nous permettre, en fait, de définir le résultat de la société civile IR comme si elle était à l'IS. On va donc avoir un régime qui est tout à fait intéressant pendant toute cette période-là. La question qui se pose, c'est de savoir comment on va calculer la valeur de l'usufruit des titres de la société civile. Et là, ce qu'il faut, c'est actualiser les flux de revenus qui vont être réellement encaissés par la société. C'est-à-dire qu'on sait qu'on achète un usufruit pour une certaine période, un usufruit sur les parts de la société. Pour définir la valeur de ce que ça vaut, il faut que je prenne en considération quoi? Il faut que je prenne en considération le montant des dividendes qui vont être distribués pendant toute la durée de cet usufruit. C'est ça, en fait, que je vais acheter. C'est ce flux de revenus futurs. Mais il faut que je prenne en compte aussi l'impôt que je vais payer sur ce flux de revenus futurs, puisque ça, mon impôt, je vais le payer, que je distribue ou que je ne distribue pas, je paye cet impôt. Donc, pour moi, ce sera bien une charge. Donc, il va bien falloir que l'on prenne en compte ces éléments-là, donc le flux de revenus que j'attends et puis l'imposition que je vais supporter sur cette imposition, sur cette acquisition d'un revenu futur. Donc, on est maintenant dans le petit tableau un petit tableau de synthèse. Donc, là, je suis dans une SCI classique à l'IR. Je vais reprendre là, Pascal. Et tu reprends. Je vais reprendre le commentaire de ces deux tableaux et puis je vais essayer d'aller assez rapidement pour consacrer après 3-4 minutes avec Pascal à répondre à 3-4 questions qui sont arrivées sur le WhatsApp. Alors, ce premier tableau, je ne vous fais pas la joie de le commenter en détail puisque c'est un tableau que vous connaissez par cœur en général. C'est la SCI classique à l'IR. Pascal vous en a décrit tous les avantages et la simplicité. Et l'inconvénient, c'est exactement la ligne que vous voyez en jaune, c'est-à-dire du fait de la transparence et de l'assujettissement de la société civile à l'impôt sur le revenu, c'est moi, l'associé, qui paye l'impôt avec mon taux marginal. Et là, vous voyez que malgré tout, j'ai pris un taux raisonnable de 41%, plus la CSG, et on voit bien que, alors même que je n'ai pas d'excédent
excessif de trésorerie par différence entre mon loyer de départ et les échéances de mes emprunts, 24 000 d'un côté, 22 827 de l'autre. Et on voit bien que l'impôt que j'ai à payer chaque année est de l'ordre de 10 000 à 11 000 euros pour terminer vers des sommets quand il n'y a quasiment plus d'emprunt à 16 000 euros. Et vous voyez bien que l'énorme inconvénient dont a parlé en détail Pascal ce matin et en début d'après-midi, c'est que du coup, ben voilà, il faut que j'ai les moyens de mettre de ma propre poche quasiment 10 000 euros par an. Et encore une fois, vous le savez, 10 000 euros que je remets de ma poche, ça veut dire que ce sont 10 000 euros nets d'impôts. Et pour avoir 10 000 euros nets d'impôts dans notre fiscalité actuelle, ça veut dire que en termes de chiffre d'affaires, notamment quand on fait de la prestation de service, il faut quasiment générer 30 000 à 35 000 euros de chiffre d'affaires. Donc, ce n'est pas rien. Alors maintenant, que se passe-t-il si cette même société civile était à l'impôt société? Eh bien là, le tableau, il s'est un tout petit peu plus complexifié, mais le principe reste le même. Simplement, sur la partie du haut du tableau, on a décomposé le bâtiment avec le terrain et les frais d'achat. Pourquoi? Parce que le terrain, lui, n'est jamais déductible et que les frais d'achat, j'ai une option qui m'est ouverte, qui m'est donnée, de pouvoir les déduire intégralement la première année ou alors de les étaler en même temps que la durée de l'immobilisation avec le fait de ne pas pouvoir amortir le terrain. Donc, d'une manière générale, j'allais presque dire dans 99,9% des cas, dans ce genre de schéma, on va choisir évidemment de comptabiliser les frais d'achat en frais généraux la première année. Ensuite, que se passe-t-il? Bien, le tableau a à peu près la même tête que le tableau précédent, sauf que vous voyez apparaître une première ligne supplémentaire, la ligne amortissement, qui permet de déduire chaque année une somme de l'ordre de 5 000 euros, la ligne frais d'achat, qui permet de déduire la première année de 35 000. Alors, les puristes me diront que dans ce cas-là, je n'ai pas le droit de faire un déficit la première année, je dois l'étaler sur les quelques années suivantes, mais le résultat est le même, c'est plutôt l'aspect pédagogique qui prime ici. La différence par rapport au schéma précédent, c'est que c'est toujours mon associé qui va payer l'impôt, mais mon associé, qui est cette fois-ci une société à l'IS, va d'abord payer un impôt réduit et sur une base qui aura été minorée et des amortissements et des frais d'achat. Et l'on voit bien dans le tableau solde de trésorerie les montants que la société pourra in concreto distribuer à la société usufruitière. Elle pourra distribuer 1 173 la première année pour évidemment pouvoir distribuer à la fin de la 17e année un montant de 30 456. C'est quoi ce montant de 30 056? Eh bien, vous l'avez, je suppose, deviné, c'est le loyer de départ de 24 000 qui a été augmenté d'une revalorisation annuelle de 1,50 et au bout de 17 ans, ce loyer est passé à 30 456. La 17e année, je n'ai plus d'échéance d'emprunt à rembourser, ce qui fait que c'est la totalité de ce montant que mon associé usufruitier va pouvoir percevoir sous le vocable de dividende. Le dividende, s'entendant ici, le dividende juridique, c'est-à-dire la distribution du résultat de l'année à mon associé. Et puis, vous voyez en jaune le montant de l'impôt société. Vous voyez qu'il a très considérablement baissé par rapport à la base antérieure, évidemment, parce que quand on est à un taux, alors bon, là j'ai peut-être péché par excès d'optimisme, je me suis dit que dès 2022, le taux d'impôt société sera forcément de 25. Alors, à l'époque où j'ai fait ce tableau, la crise du Covid n'avait pas encore frappé, et donc j'avais estimé que le taux de l'impôt serait conforme aux promesses présidentielles. Mais bon, vous allez voir que malgré tout, ça ne change pas considérablement le raisonnement. En étant à un taux d'impôt de 25, évidemment, le montant de l'impôt société qui est payé par la société usufruitière figure ici en jaune, et on voit tout à la fin le solde de ce que ça coûte véritablement en matière de trésorerie à la société usufruitière. Comment je calcule la valeur acquise de l'usufruit à la fin de la période? Tout à l'heure, en fin de matinée, et tout à l'heure, Pascal l'a rappelé, on parle de cash flow. Alors, le cash flow, il est très simple. C'est la première ligne en jaune. On parle de prise en compte de l'impôt par la société. C'est la deuxième ligne en bleu payée par la société d'exploitation, de sorte que les cash flows que je dois actualiser figurent sur la ligne solde ici, qui figure 7 080 la première année, moins 2 326 la deuxième année et 23 754 dès la 16e année. Alors,
une première constatation, mais vous l'avez tous deviné parce que normalement vous comptez tous très très vite, il est évident que ma durée de démembrement sera au minimum égale à la durée de l'emprunt, augmentée d'une période raisonnable qui va permettre à la société d'exploitation de faire une opération financière acceptable. Sur quel taux dois-je calculer mon usufruit? Tout à l'heure, en fin de matinée, on vous a dit qu'il fallait prendre le taux de rendement, ici 6,23, augmenté de taux d'indexation du loyer, ici 1,50, on arrive donc à 7,73. C'est avec ce taux d'actualisation que j'actualise chaque mois les soldes que vous voyez là ici en gras. Et alors, pour la petite histoire et pour des raisons pédagogiques, si j'arrête mon démembrement au terme des 15 ans, la valeur acquise de mon usufruit est négative, hein, le chiffre en rouge il est négatif, c'est moins 1410, autant dire que je ne vais pas choisir ça. Si j'actualise au bout de 16 ans, je suis à 5803, positif. Si j'actualise au bout de 17 ans, je suis à 12 593, sachant que cette année-là, la société d'exploitation aura en vérité touché un dividende de 30 000. Et donc, c'est évidemment ce montant-là que je vais pouvoir choisir pour asseoir la valeur de l'usufruit des parts de ma société civile immobilière. Vous voyez que voilà, ce tableau est un tableau de calcul. Vous pouvez l'obtenir évidemment par Excel avec la fonction VAN, c'est relativement simple. Il y a aussi des logiciels très spécialisés qui font ce calcul et ce comparatif de façon identique et sur tous les schémas de préconisation avérés. Et donc, là encore, avant de redonner la parole à Pascal pour les conclusions et pour le tableau récapitulatif, je vais juste, avec votre permission, essayer de solder, et Pascal, évidemment, tu interviens quand tu veux, je vais juste solder les questions en suspens. Alors, on a déjà une question que je vais évoquer, mais je crois qu'on y répond d'ici 5-10 minutes, qui consiste à donner la nue propriété des parts de la SCI à ses enfants, et puis apporter l'usufruit, qui sera en l'occurrence un usufruit viager à la société d'exploitation, et on me pose la question de savoir si c'est un abus de droit, on peut répondre non, et si c'est un moyen d'optimiser la détention, on peut répondre oui. Il y a quand même un coût intercalaire de la donation, mais je crois savoir que dans moins de 20 minutes, Pascal arrivera avec plus de précision là-dessus. Une quatrième question concerne l'usufruit que l'on vient de calculer. Vous voyez bien que je viens de calculer un usufruit sur 17 ans, et on pose la question de savoir, mais que se passe-t-il si pour des raisons X, Y, Z, nous sommes obligés de céder l'usufruit au bout de 5, 6 ou 7 ans? Eh bien, ça, évidemment, c'est un droit immobilier, et donc c'est un droit réel. On pourra pas parfaitement le céder. Il faudra juste le céder à un prix qui permette à la société d'exploitation de continuer à faire une opération financière et juridique valable. Et c'est donc un calcul qu'il faudra faire à l'époque T quand on vendra le usufruit. Et une troisième question, est-il possible de faire une cession temporaire sur une période de 10 ans ou moins? Alors, la question telle qu'elle est posée appelle une réponse positive. Forcément, un usufruit temporaire, on peut le faire sur 6 mois, sur 1 an, sur 30 ans maximum à une société, et sur la vie durant comme c'est une personne physique. Par contre, pour répondre précisément à la question, dans l'exemple que vous avez là du cas qui nous sert de fil rouge, il est évident que je ne peux absolument pas faire un usufruit de 10 ans parce que l'usufruit serait largement négatif. Si j'avais, dans la même situation, par exemple, un emprunt qui ne soit non plus de 300 000 euros, mais un emprunt qui soit que de 150 000 euros avec le même loyer, sans doute que je pourrais, si l'emprunt est sur une durée de 10 ans, que je pourrais raccourcir le délai de l'usufruit. Tout ceci, vous le voyez, est un effet calculatoire que ce tableau Excel permet de résoudre assez facilement. Et j'ai soldé le stock de questions. Donc, Pascal, je te recède la parole. Juste sur la question de la cession de l'usufruit viager à la société, effectivement, sous l'angle de l'abus de droit, on n'a pas grand risque. La question qu'on peut se poser simplement, c'est plus du côté de la société, le risque qu'elle prend en achetant un usufruit qui peut disparaître du jour au lendemain par le décès de l'usufruitier viager. Donc, on préférera des usufruits de tête que des usufruits de tête. Et puis, on peut se demander si on n'a pas un intérêt, dans certains cas, à faire une cession d'un usufruit successif par le nu propriétaire pour donner un peu de confort à l'opération.
mais ça, c'est effectivement du cas par cas. En tout cas, sur le fond de l'opération en soi, faire une donation de la nue propriété aux enfants sous l'usufruit viager des parents, puis une cession de l'usufruit viager des parents à une société IS, eh bien, c'est en dehors du champ du 13.5. Donc, pour peu qu'on ait des arguments non fiscaux, bien sûr, on y reviendra tout à l'heure. Il n'y a pas de souci, c'est quelque chose de tout à fait envisageable. Pascal, une dernière question qui vient d'arriver. Je te laisse y répondre parce que je crois que tu connais par cœur mon avis sur le sujet. Le bien acheté dans ces montages peut-il être un bien d'habitation? Alors, le bien, oui, bien sûr, ça peut être un bien d'habitation comme un bien professionnel, il n'y a pas de souci. Ce qu'il faut, c'est qu'il génère un revenu, puisque tout l'intérêt du schéma, c'est de générer un revenu et de voir comment on peut l'écraser, notamment par l'amortissement du bien, comme on l'a vu tout à l'heure, pour pouvoir cumuler et l'avantage de l'IS pendant la détention et l'avantage de l'IR au moment de la cession. Donc, un bien d'habitation, pas de problème, mais c'est un bien d'habitation donné en location. Alors, quelles sont les conséquences donc, dans le cadre du démembrement classique pour le vendeur? Le vendeur, il encaisse le prix de cession et il acquitte l'impôt, donc sa TMI, sur plus les 17,2, hein, puisque on a ce régime fiscal-là, qu'on rappelle. Il n'y a pas de revenu pendant la durée pendant l'usufruit, ce qui était déjà presque le cas, mais pas de décaissement d'impôt sur le revenu. Juste, on était dans l'hypothèse... oui, on était du côté de la nue propriété, hein, donc du nu propriétaire. Donc, le nu propriétaire, il a l'avantage de ne pas avoir d'IFI, hein, puisque l'article 968 du Code général des impôts indique qu'en cas de démembrement, c'est l'usufruitier qui est taxable. À la fin de l'usufruit s'éteint, donc il n'y a pas une cession d'usufruit, hein, il s'éteint, si bien que la pleine propriété est reconstituée chez le nu propriétaire et sans fiscalité. Et si par contre on a dans le futur une revente des parts de la SCI, eh bien ça dépend s'il s'est déjà passé 18 ans dans notre exemple. Hein, la société civile avait acquis la nue propriété, donc notre client, notre contribuable détient les parts de la société civile depuis 18 ans, la société qui a acheté la nue propriété. Et donc s'il attend encore 4 ans, il n'a plus d'impôt sur le revenu en cas de cession des parts de la société, puisqu'il détiendra les parts depuis 22 ans. Et s'il les détient pendant encore 8 ans de plus, c'est-à-dire qu'il va jusqu'à 30 ans, là, il n'y a plus d'imposition du tout, puisqu'il n'y a pas de prélèvements sociaux non plus. Vous savez qu'en matière de plus-value immobilière des particuliers, on est exonéré de la part impôt sur le revenu après 22 ans et des prélèvements sociaux après 30 ans. Donc, s'il attend à la fin de la période des 18 ans encore 12 ans, eh bien, il n'y a pas de souci, il est complètement exonéré sur la cession des parts. S'il cède le bien dont il a, donc le bien, la société civile a acquis la nue propriété dès l'origine du schéma, eh bien s'il cède le bien, pareil, la date d'acquisition du bien, ça va être la date d'acquisition de la nue propriété. Donc même s'il cède la pleine propriété, eh bien on prend la date d'acquisition de la nue propriété. Donc c'est favorable. Après 22 ans, plus d'IR, et après 30 ans, plus de prélèvements sociaux non plus. La société qui acquiert l'usufruit, elle décaisse le prix d'acquisition qui sera considéré donc comme une immobilisation incorporelle qui est amortissable sur la durée de l'usufruit. Donc là, il n'y a pas de difficulté particulière. Le petit point qu'il faut souligner, c'est que lorsqu'on achète un usufruit, peu importe la valeur vénale de cet usufruit, on détermine toujours les droits d'enregistrement en fonction du barème fiscal. Donc imaginons que j'achète un usufruit d'une durée de 15 ans. Imaginons que ce soit un bien d'1 million d'euros et que j'achète un usufruit pour 600 000 euros. Eh bien, je ne vais pas payer des droits d'enregistrement sur 600 000 euros, alors même que c'est 600 000 euros que moi, société IS, je vais payer, mais je vais payer des droits d'enregistrement sur 46% d'1 million. 46% parce que c'est une durée entre 10 ans passés et moins de 20 ans. J'ai donc deux périodes à 23%, 2 fois 23%, 46%. 46% d'1 million, c'est la base sur laquelle je vais payer mes droits d'enregistrement, alors même que mon prix d'acquisition peut être complètement différent de cette somme-là. Et enfin, en tant qu'usufruitier, j'ai un droit réel direct sur le bien. Donc, à la différence du droit du locataire, hein, le droit du locataire, c'est un droit contre une personne. Un droit d'usufruitier, c'est un droit réel sur l'actif. Donc, j'ai des droits qui sont plus forts en tant qu'usufruitier qu'en tant que locataire. Si on prend notre petit exemple sur le calcul de droit, supposons que j'avais une valeur d'usufruit qui était de 18 986 euros.
Donc, pour déterminer, c'est ce qu'on évoquait ce matin, hein, pour définir la valeur de la pleine propriété, parce que je ne sais pas quelle est la valeur de la pleine propriété des parts de ma société civile, comme on l'a vu tout à l'heure, ce matin avec Serge, on a bien vu que c'est compliqué de définir la valeur des parts d'une société. Si j'ai acheté un bien 1 million et que j'ai un passif d'1 million, est-ce que les parts de ma société valent vraiment 0? Oui, en valeur mathématique, mais l'administration recommande d'utiliser la valeur de productivité également et de pondérer les deux valeurs. Seulement, on n'est pas absolument sûr que ce soit très, très judicieux de faire le calcul de cette façon-là, parce que le seul calcul qui nous paraît pertinent, c'est le DCF. Et donc, on va partir de la valeur de l'usufruit définie d'après le flux de revenus, l'actualisation du flux de revenus futur. On va le diviser par 46% parce que pour un usufruit entre 10 et 20 ans, c'est la valeur, le pourcentage donné par l'article 669 du CGI. Et ça va nous donner la valeur de la pleine propriété des parts. Et c'est la base des droits de mutation qui va donc être cette pleine propriété multipliée par les 46%, si bien qu'on va calculer nos droits de mutation sur 18 986 € et on va donc payer des droits à 5% sur cette base-là. Alors, vous le voyez bien, l'enjeu n'est pas majeur, donc même si on se trompe un peu dans le calcul, ce n'est pas bien grave, puisqu'on est sur des valorisations d'usufruit qui, en règle générale, resteront assez faibles. En matière d'IS, la société donc, devra imposer le résultat dégagé par la SCI donc, pendant la période de l'usufruit temporaire. Hein. La société IS détient l'usufruit temporaire des parts de la société civile. Elle va donc définir le résultat de la société civile sous déduction de l'amortissement de l'immeuble, bien sûr, au niveau de la société civile, mais elle-même, au niveau de la société IS, elle va amortir l'usufruit qu'elle a acheté. On a vu qu'elle a acheté un usufruit de 18 000 € pour une valeur de 18 000 € qu'elle va amortir sur la durée de l'usufruit temporaire, c'est-à-dire sur 18 ans dans notre exemple, donc à peu près 1 000 € par an. Bon, ce n'est pas des gros enjeux dans la situation dans laquelle nous sommes ici. Au niveau de la société civile, il faudra tenir une comptabilité commerciale au moins pendant la durée de l'usufruit, hein, puisqu'on a déterminé le résultat de la société civile comme si elle était à l'IS, donc il faut qu'on tienne une comptabilité commerciale. À la fin de l'usufruit, donc du jour de l'extinction de l'usufruit, c'est-à-dire la 18e année, eh bien, ça redevient une société civile à l'IR détenue par des personnes physiques, donc elle est à nouveau en revenu foncier, et le résultat sera taxable entre les mains des associés dans la catégorie des revenus fonciers, donc taux marginal d'imposition, plus prélèvements sociaux qui vont s'appliquer sur les revenus à compter de la fin de l'usufruit temporaire, c'est-à-dire à compter de la 18e année dans notre exemple. Avantages et inconvénients, si on reprend donc les trois schémas qu'on évoquait, dans le mode classique, le gros avantage, c'est que c'est très simple, c'est que nos clients ils connaissent tous et que j'ai un transfert immédiat de la pleine propriété, j'ai bien une dissociation entre le patrimoine privé et le patrimoine professionnel, j'ai potentiellement une exonération d'IFI si c'est un bien pro. Par contre, les inconvénients, c'est que j'ai un financement qui est juste insupportable à supporter, puisque je vais avoir une fiscalité très très lourde, comme on l'a vu, hein, TMI en matière d'impôt sur le revenu, plus 17,2 de prélèvements sociaux, donc c'est très long. Si maintenant j'achète l'immeuble de manière démembrée, eh bien on a un financement qui, du point de vue de la société, est tout à fait intéressant. Donc ce financement qui est tout à fait intéressant au niveau de la société, parce que je vais pouvoir amortir mon bien, je vais pouvoir déduire les intérêts d'emprunt, etc., etc. Donc ça, c'est tout à fait intéressant. Et pendant toute la période de détention, j'amortis, donc c'est tout à fait intéressant. Ensuite, j'ai, au regard des inconvénients que je vais avoir au sein de la société, eh bien, on voit qu'il y a la non-déductibilité des intérêts d'emprunt. Et puis surtout, du côté de la société qui doit acheter la nue propriété du bien, eh bien, c'est un régime qui est un régime pour les riches, hein, puisqu'il faut avoir les fonds pour pouvoir acheter la nue propriété. Donc, le démembrement de l'immeuble, c'est vraiment la solution la plus efficace et la plus intéressante dans la mesure où je peux amortir tout l'usufruit du bien directement. C'est simple dans le mode de détention, mais il faut pour ça que du côté du nu propriétaire, j'ai les moyens de financer, parce que si je n'ai pas les moyens de financer, c'est beaucoup moins intéressant dans la mesure où je ne peux pas déduire les intérêts de l'emprunt et il faudra que je fasse un apport de fonds propres pendant la période de détention. Et enfin, si j'achète par le biais de parts démembrées,
eh bien, à ce moment-là, on voit qu'on a le gros avantage, c'est qu'on a une opération dans laquelle on n'a pas besoin d'apporter un financement personnel et qu'on va pouvoir le gérer au sein de la société pendant la durée de l'usufruit temporaire, donc un régime fiscal favorable, une capacité d'autofinancement intéressante, etc. Par contre, la mise en œuvre est un peu plus complexe puisque je dois mettre en place une société, démembrer les parts de la société, etc., etc. Et il faut donc expliquer tout ça. Sur ce tableau, tu veux en dire un mot, Serge? Et que je retrouve l'usage du micro, oui, ça y est. Alors, ce tableau, nous avons appelé ce tableau un tableau indispensable. Vous allez comprendre assez vite pourquoi. Alors, tout d'abord, parce que c'est un tableau où il y a plein de chiffres. En général, ça plaît bien aux experts comptables. Et ça permet de regarder dans les 4 situations que vous a présentées Pascal, la SCI classique, la SCI avec les parts démembrées, la SCI classique mais option l'IS, puis la SCI qui a acheté l'usufruit de l'immeuble. Ça permet de comparer, on va dire, 4 grandes catégories de chiffres. Première catégorie de chiffres, qu'est-ce qui sort de la poche de mon client? C'est ce qui s'appelle PP, personne physique. Et ça veut dire ce qui sort de sa poche personnelle, encore une fois après impôt. Qu'est-ce que la location de ce bien coûte à ma société d'exploitation? C'est la 3e colonne. Bien sûr, les chiffres ici sont des chiffres annuels. Toute charge comptabilisée, toute déduction comptabilisée et tout impôt payé, évidemment. Et ça permet déjà de comparer une première chose qui est essentielle, c'est pour éviter et les foudres de l'abus de droit fiscal et l'acte normal de gestion, avec quelques autres précautions à prendre. Vous allez voir tout à l'heure que on va s'attacher à comprendre si la stratégie que l'on met en place ne vient pas surenchérir de façon exagérée l'occupation de l'immeuble par la société d'exploitation. Et là, on voit bien que, en ce qui concerne les 4 schémas, eh bien, aucun des schémas préconisés ne vient surenchérir le coût de l'occupation de l'immeuble par rapport à ce qu'on appelle la stratégie classique de la société civile classique, où l'on voit, vous voyez bien, un chiffre de 367 000 euros, alors que c'est le chiffre que l'on obtient aussi bien dans la société classique à l'IS, évidemment, mais on voit bien qu'on a une performance un peu meilleure avec les parts démembrées grâce aux vertus de l'amortissement limité, mais surtout, on voit bien que l'avantage de l'occupation très, très, très nette par rapport au démembrement de l'immeuble. Donc, de ce côté-là, ce tableau nous permet déjà de voir qu'on ne craint pas, pour un problème calculatoire et de coût, on ne craint pas l'acte normal de gestion. Deuxième précaution qu'il faut prendre, c'est ce qui sort de la poche de votre client, parce que dans ce cas-là, le cas qui vous est présenté, en vérité, est issu d'un cas tout à fait réel, sauf que le brave garçon ne s'appelait pas Jean Richy, mais ça, c'est autre chose. Et donc, il n'avait pas de trésorerie supplémentaire à mettre en place pour financer cette opération. Et là, on voit bien que dans la SCI classique, il faut qu'il remette quasiment 10 000 euros chaque année. Dans la SCI, dans le démembrement de l'immeuble, il faut qu'il remette quasiment 8 000 euros chaque année, de sorte que le vrai match, quand on veut tenir compte de cette contrainte indispensable, comme le rappelait Pascal, parce que dans le premier cas, il ne peut pas. Donc, bon, quand il ne peut pas, le débat est vite tranché. Le match va avoir lieu entre parts démembrées et la SCI classique à l'IS. Dans cette SCI classique à l'IS, on voit bien que l'exigence de ne pas mettre la main à la poche est totalement respectée. Par contre, on voit bien aussi que, et c'est l'avantage de l'avant-dernière ligne, celle qui est ici en rose, on voit bien que dans ces cas-là, en matière de cession, le bas est un peu plus, le bas blesse, comme on dit, puisque dans le cas classique, on perçoit 558 000, alors qu'en une société à l'IS, on perçoit 459 000. Et in fine, le solde patrimonial, c'est un calcul qui montre simplement combien in fine a coûté ou a rapporté à votre client le fait de détenir ce bien pendant 18 ans puis de le céder. Et dans le cas de la SCI classique, ça lui a rapporté 374 000. Dans le cas des parts démembrées, 481 000. Et dans le cadre de la SCI classique à l'IS, 374 000. Donc vous voyez que quand vous savez mettre en œuvre le démembrement et que vous pouvez démontrer à votre client qu'il a tous les avantages de la gestion à l'IS sans connaître l'inconvénient aujourd'hui de la cession à l'impôt société, c'est ce qu'on appelle la stratégie gagnant-gagnant, et ce qui vous explique pourquoi on a appelé cet atelier SCI et démembrement
un duo gagnant. Alors, avant de repasser la parole à… Oui, vous voyez bien que les vraies conséquences, pardon, je termine là-dessus, Pascal, les vraies conséquences du 13,5, c'est qu'on a perdu au maximum entre 41 et 19, 22% sur le montant de l'usufruit temporaire de 18 000, c'est-à-dire que le vrai coût de la mise en place de l'article 13,5 pour notre client Jean Richy, ça coûte 4 176. Quand on voit tous les autres avantages de ces stratégies, on se dit effectivement que ça ne vaut pas le coup de s'en priver. Alors, pour les précautions à prendre, je vais repasser la parole à Pascal. Simplement, là encore, peut-être quelques questions pour éliminer le stock. Si le bien acheté par la SI à l'IR est à une habitation et son habitation est usufruitière, le bien peut-il être loué à un tiers particulier, personne physique? Bon, pardonnez-moi, la réponse est oui, du moment que ça rapporte un vrai loyer et un loyer du marché. Comment dirais-je, la personnalité du locataire importe peu. On peut même dire dans ce cas-là que ça peut être le dirigeant lui-même, hein, à condition, encore une fois, qu'il paye un loyer juste et normal. Et puis, il me semblait qu'on avait terminé la liste des questions. Donc, Pascal, à toi. Alors, dans les précautions à prendre, on l'a vu, on a un intérêt fiscal évident à structurer l'opération de cette façon-là. Et donc, le démembrement de propriété, il faut être capable de mettre en évidence le fait qu'on a des intérêts. L'intérêt fiscal en lui-même n'est pas contestable. Il ne faut pas simplement que ce soit l'intérêt exclusif fiscal ou l'intérêt principal depuis le 1er janvier 2020. Alors, ce qui va être très important quand on a un démembrement sur les parts des sociétés, c'est de travailler un certain nombre de choses. Tout d'abord, les clauses des statuts des sociétés. Il faudra prévoir que l'usufruitier, qui sera notre société d'exploitation, est bien dans une situation qui est plus favorable en tant qu'usufruitier des parts que si elle était locataire. Donc, il faut qu'elle ait un droit de vote dans les assemblées pour un certain nombre de choses, pas forcément seulement que pour l'affectation du résultat. Il faut également que les statuts définissent le résultat distribuable. Parce que si on veut éviter d'avoir de mauvais débats avec l'administration fiscale sur la valeur de son usufruit, eh bien, il faut qu'on arrive à contraindre cet usufruit sur le plan juridique à ce qu'il est possible de faire sur le plan financier. En d'autres termes, si j'ai des clauses dans mes statuts qui précisent que l'on ne peut pas distribuer plus que le résultat de l'exercice minoré du capital de l'emprunt remboursé dans l'année, eh bien, ça me permet de montrer que mon usufruit sur la période de remboursement de l'emprunt, il vaut forcément moins que si je n'avais pas prévu une clause de ce genre-là. On conseillera, au-delà même de la clause des statuts, de prévoir une disposition dans l'acte de cession de cet usufruit dans lequel l'usufruitier se contraint lui-même à ne pas faire une distribution, à ne pas voter des distributions qui seraient supérieures à cette limite-là, donc au résultat minoré du montant du remboursement de l'emprunt défini, et puis on définit les modalités du remboursement de l'emprunt. L'intérêt simplement, c'est que là, je suis dans une convention entre les deux personnes, le vendeur et l'acheteur, qui, elle, est forcément, par définition, valide et ne se heurte pas à une discussion sur est-ce que je peux imposer mon pacte des statuts aux assemblées d'actionnaires successifs, etc. On va également avoir une clause sur la rédaction du bail, c'est-à-dire qu'il est important de veiller à la façon dont on va rédiger le bail entre la société d'exploitation et la société civile qui détient le bien immobilier. D'une part, pour avoir un régime qui soit un régime normal de marché et qu'on ne soit pas dans un système dans lequel on paye un loyer trop cher, par exemple, hein, ou quelque chose comme ça. Et puis aussi pour sécuriser les droits à la fin de l'usufruit, puisqu'à la fin des 18 ans, dans notre exemple, eh bien, l'usufruit s'éteint et la société d'exploitation, elle a peut-être toujours besoin des locaux. Il faut donc qu'elle puisse continuer à les occuper, cette fois-ci en tant que preneur à bail et non plus en tant qu'usufruitier et preneur à bail. Elle ne sera plus que preneur à bail à partir de ce moment-là, donc il est important d'avoir bien travaillé les baux dans ces conditions-là. En cas d'assurance d'essai dans le cadre des emprunts, il faudra là aussi veiller que le capital il arrive au bon endroit. Et enfin, un point qui est très très important, c'est les aspects pratiques du fonctionnement de la société civile. Un des angles d'attaque de l'administration fiscale, et sur lequel elle est assez bien suivie par la jurisprudence, c'est de considérer que la société en réalité n'a pas d'existence réelle dès lors qu'elle ne détiendrait que de la nue propriété, par exemple,
ou encore qu'elle n'a pas d'existence réelle parce qu'elle ne tient pas son juridique, sa comptabilité, qu'elle n'a pas de ressources ou des choses comme ça. Donc, il est important dans le fonctionnement de la société civile d'être vigilant sur la bonne tenue des assemblées, faire qu'elles se tiennent effectivement et qu'on puisse démontrer tout cela. Tous ces éléments, c'est vraiment les éléments de sécurité du schéma que l'on souhaite mettre en place. Alors, sur les limites de l'habileté fiscale, on a 3 points essentiels, le démembrement et l'acte anormal de gestion, le démembrement et l'abus de droit, et le démembrement et l'abus de biens sociaux. Alors, sur le premier point, démembrement et l'acte anormal de gestion, c'est typiquement, par exemple, une société qui achèterait l'usufruit d'un bien immobilier, mais elle paierait cet usufruit beaucoup plus cher que ce que ça vaut vraiment, de manière à ce que le nu propriétaire, qui serait, par exemple, les membres de la famille, personnes physiques, achète une nue propriété à vil prix. Là, très clairement, on aurait quelque chose de tout à fait contestable comme opération si la société achète trop cher son usufruit. Deuxième cas de figure, la société civile qui achète l'usufruit des parts de la société civile allière et qui supporte l'impôt pendant toute la durée de détention et qui bénéficierait d'aucune distribution, ou encore qui donnerait sa caution alors qu'à la fin de l'usufruit, elle n'a plus rien. Donc, en clair, il faut qu'il y ait toujours une corrélation entre l'intérêt de la société et le coût, justement, qu'elle va supporter pour éviter qu'on puisse l'attaquer sur le fondement de l'acte anormal de gestion. Mais le point qui est important, c'est que ce n'est pas parce que c'est intéressant pour la société que ça suffit pour que l'opération ne soit pas attaquable sous l'angle fiscal. L'administration fiscale, elle ne se contentera pas que vous lui expliquiez que vous avez mis en place un super schéma avec une société civile, un démembrement sur les parts, etc., mais qu'en fait, c'est intéressant pour la société parce que ça lui coûte moins cher qu'un loyer. C'est bien évidemment le minimum à mettre en place, mais ce n'est pas tout. On va voir maintenant sur le démembrement et l'abus de droit, justement, ce qu'il faut assurer comme sécurité complémentaire. Petit rappel, l'attaque sous l'angle de l'abus de droit, j'ai l'article L64 du LPF et le L64A. Le L64, c'est le classique, celui que vous connaissez depuis longtemps, qui a 2 branches. L'administration peut attaquer une opération sur le fondement de l'abus de droit, soit sur le fondement de la simulation, c'est-à-dire c'est une opération fictive, soit sur le fondement de la fraude à la loi, c'est-à-dire le but exclusivement fiscal, contraire à l'objectif poursuivi par l'auteur du texte. Et l'article L64A, il n'a qu'une seule branche. C'est la seule branche, c'est la fraude à la loi, donc il n'y a pas de fictivité dans le L64A. Il y a uniquement l'attaque sur le fondement de la fraude à la loi et sur le but non plus exclusivement fiscal, mais sur le but principalement fiscal. Alors, est-ce que l'article L64A augmente significativement le risque de redressement ? Très clairement, pour le dire en 2 mots, la position du Conseil d'État est de dire que jusqu'à présent, c'est déjà ce que faisait le Conseil d'État, c'est-à-dire que le Conseil d'État appréciait déjà s'il y avait des motifs qui étaient principalement fiscaux ou pas, et elle n'était pas dans l'exclusivement fiscal dès à présent. Donc, pour Olivier Fouquet, qui est président de section au Conseil d'État, clairement, ça ne devrait pas changer grand-chose. Petite illustration, par exemple, dans la décision Garnier-Choiseul Holding de juillet 2013, eh bien, l'avantage économique ou politique ne doit pas être jugé négligeable, minime ou sans commune mesure avec l'avantage fiscal. Donc, on voit bien que déjà en 2013, le Conseil d'État n'était pas dans le côté exclusif, il ne recherchait pas s'il y avait un autre intérêt que fiscal, il fallait que cet intérêt autre que fiscal soit suffisamment substantiel pour que l'opération puisse ne pas être requalifiée. Donc, on le voit, on était déjà un petit peu dans cette logique du but principalement fiscal, même si ce n'était pas encore écrit dans les textes. Dans une autre, donc, si on regarde la jurisprudence, on a la Cour d'appel de Nantes, par exemple, où là, on voit que l'administration fiscale avait attaqué sur la fictivité de l'opération. Et la Cour administrative de Nantes a dit non, non, il n'y a pas de fictivité de l'opération. C'est-à-dire qu'en gros, la fictivité de l'opération, ça voudrait dire qu'on présente une opération dans laquelle il y a la cession d'un usufruit, mais qu'en réalité, il n'y a jamais eu de cession d'usufruit. Donc, c'était fictif, cette opération. Et ce qu'ont fait les juges, c'est juste d'aller regarder ce qui s'était passé véritablement. Alors, il y avait une question sur la valorisation de l'usufruit et donc l'intérêt économique, mais par contre, à aucun moment, ni l'administration, enfin l'administration dans le cadre du contentieux, n'invoquait le fait que le transfert de l'usufruit n'était pas réel.
Donc, j'avais un vrai droit temporaire d'usufruit, donc il n'y avait pas de fictivité. Et là, l'administration s'est fait débouter parce qu'elle n'avait pas attaqué sur le bon cheval de bataille. Elle aurait dû attaquer sous l'angle de l'acte anormal de gestion, mais pas sous l'angle de la fictivité pour pouvoir s'en sortir. Si on regarde l'arrêt encore de la Cour d'appel de Versailles de 2011, eh bien, dans cette opération-là, les bénéfices de la SCI ont été effectivement comptabilisés en compte courant de la société. Ça, c'est une décision qui est un petit peu sévère, parce qu'on nous disait donc les bénéfices de la SCI ont été effectivement comptabilisés au compte courant de la société usufruitière, donc la société d'exploitation, mais comme on ne lui a pas distribué la somme, qu'on a fait juste l'inscription, eh bien finalement, les juges ont considéré qu'il n'y avait pas une substance économique de l'opération suffisante, et à partir de là, ils ont considéré que l'opération était complètement attaquable sur le fondement de l'abus de droit, parce qu'il n'y avait pas un intérêt suffisant dans ce cadre-là. Et Lucotel, je te repasse la main, Serge. Oui, ce qui est intéressant dans toutes les précautions dont on a parlé depuis ce matin, et puis dans la façon maintenant dont l'administration remet en cause ces opérations, on s'aperçoit que dans les 3 dernières opérations dont on a parlé, qui pourtant ont fait l'objet de deux pourvois, l'un en cassation, l'autre au Conseil d'État, et puis 3 cours administratifs d'appel, on s'aperçoit que l'administration maintenant attaque beaucoup plus sous l'angle calculatoire, sous l'angle des valeurs retenues, que sous l'angle de l'abus de droit. On peut même dire avec une certaine comment dirais-je, quiétude, que dans l'affaire Lucotel, malgré une première différence entre 460 valeurs proposées par Lucotel et 632 000 premières valeurs retenues par l'administration pour la base du droit d'enregistrement, il n'a pas songé malgré tout à mettre en œuvre le L64A. Il en est même dans une affaire assez célèbre qui s'appelle Saccage et Saccage IS, où c'était exactement une opération de démembrement qui avait été mise en place par un contribuable. L'administration n'était absolument pas d'accord, là aussi, sur des problèmes de valorisation de l'actualisation des cash flows, mais jamais elle n'a évoqué la possibilité de remettre en cause la stratégie sous l'angle de l'abus de droit. Et là, justement, peut-être pour terminer sur cette frontière abus de droit, acte anormal de gestion, rapidement, 2 arrêts marquants. Alors, je vais peut-être m'arrêter surtout sur l'arrêt Servagent, puisque c'est un arrêt qui était remarquable à 2 titres. Donc, la première, dans un contexte assez dramatique, puisque c'est une veuve qui héritait d'une société de transport dans laquelle il y avait un bail à construction, et bon, puisqu'elle est veuve, ça veut dire que son mari est mort avant de mener à terme son opération. Et dans cette situation, la veuve a perdu non seulement son mari, mais surtout, elle a failli perdre son entreprise. Et donc, ses conseils lui ont dit de faire un tas d'opérations et de restructurations pour mettre à l'abri de la poursuite d'éventuels créanciers de patrimoine immobilier, c'est-à-dire un bail à construction. Donc, on n'a pas le temps de rentrer dans les détails pour vous dire tout ce qu'il a fallu faire pour sortir le bail à construction de la société d'exploitation. Il a fallu constituer une société civile, il a fallu faire une distribution du bail à construction, et donc vous vous rendez compte là que pour refaire tout ça, il a fallu engager d'énormes honoraires de conseil et d'énormes impôts intercalaires. Et à l'époque, le commissaire du gouvernement, parce qu'en 2005, on disait le commissaire du gouvernement, avait vertement critiqué l'arbitration, qui voyait un abus de droit pour avoir éludé l'impôt, et il avait commencé d'un air ironique en disant, quand on additionne tout ce que Mme Servagent a dû payer comme impôt pour parvenir à cette opération, on reste un peu surpris qu'on puisse dire que c'est pour éluder l'impôt qu'elle a fait tout ça. Non, elle a fait tout ça simplement pour bien classer distinctement le bien immobilier à l'abri de la poursuite des créanciers. Et l'arrêt qui me plaît à moi particulièrement, c'était que dans ses considérants, la Cour dit que, sans être sérieusement contredite, en raison d'événements familiaux et professionnels, elle a décidé, pour des raisons de sécurité, d'assurer le reclassement de la SCI, et que donc, dans cette situation-là, il ne pouvait pas y avoir abus de droit. Alors, une question beaucoup plus inquiétante à l'époque, je me souviens que nous avions tous eu des sueurs froides. Pascal, tu t'en souviens sans doute aussi, puisque Eric Stroman, qui a l'habitude de poser des questions, d'ailleurs c'est son rôle essentiel, cet homme-là, il pose des questions. Alors, elles ne sont pas toujours toutes intelligentes, mais il pose des questions. Et donc, il posait une question en disant, est-ce que dans ces opérations d'usufruit, là, qui consistent à enrichir le dirigeant
alors même que la société pourrait acquérir différemment ce bien immobilier, est-ce qu'il n'y a pas un abus de bien social? Alors, vous voyez, là, on est quand même dans une situation encore plus grave que l'abus de droit, puisque l'abus de bien social, il est quand même réprimé beaucoup plus gravement, notamment sur le plan pénal. Mais ce qui est encore plus inquiétant, c'est la dernière phrase que j'ai soulignée en vert. Dans le même ordre d'idée, demande-t-il, est-ce qu'on ne pourrait pas dire qu'il y a un abus de bien social dans la stratégie classique où une SCI dont l'associé principal est le principal actionnaire se fait financer par les loyers de sa société, un bâtiment, et il est évident de constater que si la société a les moyens de payer le loyer, elle a les moyens d'acheter le bâtiment. Est-ce que là, ce n'est pas un abus de bien social? Alors, je vous avoue qu'à l'époque, on a vu quand même des sueurs froides et même très chaudes, mais heureusement, la réponse du garde des Sceaux, à l'époque, le garde des Sceaux, c'était Madame Michèle Alliot-Marie. Alors, je voudrais juste attirer votre attention sur deux considérants qui sont essentiels. Alors d'abord, elle nous dit que dans le cadre de la gestion, les dirigeants sociaux sont libres de choisir les modalités qui leur paraissent les plus adaptées. Ouf, on n'est pas encore ni en Russie, ni à Pékin. On peut quand même faire ce qu'on veut, c'est déjà rassurant. Après, elle nous dit il ne nous semble pas que ces opérations constituent des abus sociaux. En effet, et j'insiste, regardez, le schéma est essentiel en matière d'abus. Si ces opérations semblent être réalisées dans l'intérêt du dirigeant, elle ne sera pas pour autant forcément contraire à l'intérêt social. Ce qu'il faut bien avoir en tête, ce n'est pas parce que dans votre opération, vous abordez une stratégie qui est très largement avantageuse aux dirigeants. Ce n'est pas ça les signes avant-coureurs de l'abus de bien social ni de l'acte normal de gestion. Les signes avant-coureurs, c'est si vous avez mis à la charge de la société des montants qu'elle n'aurait pas eu si elle avait privilégié une voie, on va dire, plus classique ou plus normale. Et rappelez-vous le tableau que j'ai appelé le tableau indispensable. Eh bien, c'est ce tableau justement qui vous permet de démontrer que toutes les stratégies que vous avez proposées, notamment le démembrement de l'épargne, ne mettaient pas à la charge de la société des montants disproportionnés par rapport à une stratégie classique. Et donc, dans ce cas-là, vous pouvez assez sereinement, moyennant les autres précautions dont vous a parlé Pascal, assez sereinement dire qu'il n'y aura pas d'abus de droit. Alors, bon, rappel, là, je pense qu'on a déjà pas mal parlé sur ces différentes définitions, notamment par l'intervention de Pascal. Et donc, il est 15h03. Je voudrais rendre la parole à Pascal pour quelques mots de conclusion. Et on sera à peu près dans les temps qui nous avaient été impartis. Pascal, à toi la parole. Je te remercie. Donc, effectivement, pour conclure, clairement, on voit que le démembrement, c'est une stratégie qui est extrêmement efficace. À chaque fois qu'on a la possibilité d'acheter directement l'usufruit sur le bien, c'est la solution qu'on privilégiera. On le rappelle, c'est notamment lorsque le cédant détient le bien en pleine propriété qu'il est à l'IS, eh bien, il peut tout à fait céder l'usufruit à votre société d'exploitation et la nue propriété à vous à titre personnel ou à une société civile familiale qui serait constituée donc par le dirigeant et ses enfants, le cas échéant. Lorsqu'on n'est pas dans ce cas-là, la solution de la société civile, comme on l'a vu, est une société qui est très, très adaptée, puisque on peut faire un démembrement sur les parts. Il y a un certain nombre de points de vigilance. On l'a vu, il faut penser à la rédaction des statuts, à l'adaptation des clauses, à la rédaction du bail, un certain nombre de choses. Il faut qu'on ait juridiquement les dispositions dans les statuts et dans l'acte de cession qui permettent de limiter la valeur des flux de revenus futurs de façon à ce qu'il y ait peu de contestation sur ce fondement-là. Comme on l'a vu également, on voit que l'administration attaque beaucoup plus sur les questions de valorisation que sur les questions d'abus de droit. C'est-à-dire que sous l'angle de la fictivité, dans la cession d'un usufruit, ce n'est pas fictif, il y a une vraie réalité dans la cession d'un usufruit avec les pouvoirs qu'on transfère. Et sous l'angle du but exclusivement fiscal, eh bien, pour peu qu'on mette en avant un certain nombre d'arguments autres que fiscaux et principalement autres que fiscaux, on voit qu'on a des arguments là aussi qui sont tout à fait recevables. Et l'angle d'attaque de l'administration, de toute façon, serait très, très compliqué parce que même sous l'angle de l'abus de droit, quelle est l'opération en fait qu'elle voudrait rétablir à la place de celle qu'on lui présente?
c'est tout à fait complexe. Donc, ce qu'il faut en tout cas, c'est vraiment qu'on arrive à encadrer complètement la valeur de cet usufruit et l'actualisation du flux de revenus futurs. Et comme on l'a vu, on a une jurisprudence qui est plutôt positive sur ces dernières années, et l'arrêt Lucotel est tout à fait intéressant à cet égard. Donc, clairement, société civile et démembrement, ça reste un duo gagnant. Il faut toujours intégrer l'opération sous un triple angle, hein, l'aspect civil, l'aspect économique et l'aspect fiscal. Et à partir de là, eh bien, pour peu qu'on garde un peu de bon sens et qu'on mette de la substance dans nos opérations, on se sent relativement confortable. Voilà. Et pour finir avec cette conclusion de Serge, hein, science sans substance n'est que ruine du contribuable. Alors, on vous remercie. Merci à tous, très bon congrès et à bientôt sur un congrès physique d'ici quelques temps, je l'espère. Merci et bon courage.